6 heures du matin. Mon téléphone a vibré sur la table en chêne où je servais le café depuis 28 ans. Le message de Philippe contenait 11 mots. 11 mots qui ont anéanti près de 3 décennies de ma vie. Les plans ont changé. Tu ne viens pas en croisière. Ma fille veut sa vraie mère. Je m'appelle Catherine Morel. J'ai 57 ans. Et ce matin de septembre, tandis que Paris dormait encore de l'autre côté de la fenêtre, quelque chose en moi est mort. Mais quelque chose de bien plus dangereux est né à sa place. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas téléphoné pour exiger des explications. Je suis restée assise dans cette cuisine que j'avais nettoyée des milliers de fois, fixant ces mots sur l'écran lumineux de mon portable. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis si longtemps que je ne savais même plus comment le nommer. La clarté, absolue, cristalline, dévastatrice. La croisière en Méditerranée était ma seule exigence en des années. 15 jours à naviguer sur des eaux azures, à faire escale dans de petits villages côtiers, à dîner sous les étoiles en écoutant le ressac des vagues. J'avais payé la moitié avec l'argent que ma mère m'avait laissé à sa mort. Philippe avait promis de payer l'autre moitié. Notre croisière, je disais, comme une idiote aveugle. Il souriait, ce sourire que j'ai appris à déchiffrer beaucoup trop tard. Le sourire de quelqu'un qui accorde quelque chose d'insignifiant pour maintenir la paix, pour garder son épouse silencieuse, pour préserver les apparences devant le monde extérieur. Maintenant, je comprenais tout avec une lucidité brutale. Il n'avait jamais eu l'intention de partir avec moi. Le billet avait toujours été destiné à Isabelle, l'ex-femme qu'il n'avait jamais vraiment oubliée, celle qui hantait encore ses pensées. La mère de la fille qui m'avait traitée comme une intruse pendant des années dans la maison que j'avais contribué à payer de mon propre salaire. J'étais l'obstacle, celle qui était de trop. Celle qu'on pouvait laisser à la maison pendant qu'ils partiraient vivre le voyage de leurs rêves financé par mon argent durement gagné. À 7 heures précises, j'ai téléphoné à l'agence de voyage et annulé ma part du paiement. La jeune femme à l'autre bout du fil m'a demandé s'il y avait un problème, si je souhaitais reprogrammer pour une autre date. Aucun problème, ai-je répondu avec un calme qui m'a moi-même effrayé. Juste un changement de plan. Elle m'a souhaité une bonne journée d'une voix professionnelle et chaleureuse. J'ai remercié poliment. Et j'ai raccroché en sachant que plus rien ne serait jamais comme avant. Vous savez ce qu'on dit sur les décisions qui changent une vie ? Qu'elles arrivent avec le tonnerre, les larmes, les cris, les portes qui claquent violemment. C'est un mensonge. Les plus grandes décisions de ma vie sont arrivées ce matin-là dans un silence assourdissant qui résonnait dans mes oreilles. Je suis restée assise dans cette cuisine, regardant par la fenêtre la rue de la Convention en bas. Les Parisiens qui couraient vers le métro pour ne pas être en retard au travail. Les boulangeries qui ouvraient leurs portes en libérant des odeurs de pain frais et de croissants chauds. La vie qui continuait comme elle avait toujours continué, indifférente à mon drame personnel. Et j'ai pensé à combien de femmes, en ce moment précis, étaient assises dans leur propre cuisine, lisant des messages qui les effaçaient de l'existence de quelqu'un. Combien choisissaient de rester malgré tout ? Je n'allais pas rester, pas cette fois. Si vous m'écoutez en ce moment, peut-être connaissez-vous cette douleur particulière qui vous ronge de l'intérieur. Peut-être avez-vous aussi passé des années à vous faire toute petite, à attendre d'être vue, d'être choisie, d'être enfin suffisante pour quelqu'un qui ne vous méritait pas. Si cette histoire touche quelque chose au plus profond de vous, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Parce que des femmes comme nous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette épreuve. Et si vous reconnaissez un morceau de votre propre vie dans ce récit, laissez un like pour que d'autres femmes puissent la trouver. Des histoires comme celle-ci doivent être racontées, partagées, entendues. À 9 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé dans le moteur de recherche « Vendre maison rapidement Paris ». Ce n'était pas une impulsion, c'était de la survie pure. La maison était à nos 2 noms. Philippe avait insisté là-dessus des années auparavant quand il avait besoin de mon crédit impeccable pour obtenir un prêt dont je ne connaissais même pas la destination finale. Il pensait que je n'aurais jamais le courage de faire ce que j'étais sur le point de faire. Il s'est trompé, lourdement trompé. J'ai téléphoné à 3 agences immobilières différentes. La 3e a décroché après 2 sonneries. Valérie, une voix jeune et efficace qui inspirait confiance,
m'a demandé si j'avais une urgence particulière. J'ai regardé autour de moi dans le salon, observant les portraits de famille où j'apparaissais toujours sur les bords du cadre, jamais au centre, toujours légèrement flou, comme si même l'appareil photo ne pouvait pas me voir clairement. Et j'ai répondu d'une voix ferme, « Oui, une très grande urgence. » À 10h15 exactement, elle était devant ma porte d'entrée. Cheveux courts coupés au carré, tailleur bleu marine impeccable qui respirait le professionnalisme, des yeux qui avaient vu beaucoup d'histoires de femmes vendant des maisons en urgence et qui ne posaient jamais de questions indiscrètes. Elle n'a pas fait d'interrogatoire. Elle a parcouru les pièces méthodiquement, prenant des photos sous différents angles, notant les caractéristiques dans un petit carnet noir. Dans la chambre que je partageais avec Philippe, où depuis des années nous dormions comme deux étrangers polis qui se tolèrent à peine, elle s'est arrêtée devant la photo de notre mariage posée sur la commode ancienne. 28 ans plus tôt. Je portais du blanc. Je souriais avec tant d'espoir. Je croyais encore en quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Bon bien immobilier, a-t-elle dit avec son ton professionnel habituel. Quartier très recherché, métro à proximité, tous les commerces accessibles à pied. Je peux vendre en 48 heures maximum si le prix est compétitif. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé pour la première fois depuis son arrivée, et dans ce regard, il y avait quelque chose qui m'a complètement désarmée. De la reconnaissance, de la compréhension silencieuse. Comme si elle savait, sans que j'aie besoin d'expliquer un seul mot, que ce n'était pas simplement une transaction immobilière ordinaire. C'était un sauvetage. C'était une femme en train de sauver sa propre vie avant qu'il ne soit définitivement trop tard. « Vendez », ai-je dit sans la moindre hésitation. « Au prix qu'il faudra pour que ce soit rapide ». Avant de partir, elle a touché mon bras légèrement, un geste simple mais chargé de sens. « Madame Morel, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais je peux vous dire quelque chose après 15 ans à vendre des biens immobiliers à Paris ? J'ai appris à reconnaître une femme qui est en train de prendre la décision la plus courageuse de toute sa vie. Bonne chance pour la suite. » Quand la porte d'entrée s'est refermée derrière elle, je me suis assise sur ce canapé où Philippe regardait le football tous les dimanches, pendant que je préparais des déjeuners élaborés pour des gens qui me remerciaient à peine. Et j'ai pleuré pour la première fois de la journée. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de regret. C'étaient des larmes de soulagement immense, de libération après tant d'années d'oppression silencieuse, cette peur terrifiante mais merveilleuse de ne pas savoir du tout ce qui allait suivre. À midi précis, mon téléphone a sonné avec insistance. Proposition d'achat concrète. Montant équitable et raisonnable. Paiement rapide garanti. Acheteur sérieux avec financement déjà approuvé. J'ai accepté immédiatement sans réfléchir davantage. Valérie est restée silencieuse pendant 3 longues secondes qui m'ont semblé une éternité. « Vous êtes absolument certaine de votre décision, Madame Morel ? » Je n'avais jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans toute mon existence. J'ai commencé à faire mes valises cet après-midi-là même, dans une sorte d'urgence libératrice. Je n'ai pas emporté grand-chose, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses qui m'appartenaient véritablement. Des vêtements pratiques et confortables, quelques livres qui avaient marqué ma vie, les bijoux précieux que ma mère m'avait légués avec tant d'amour, des photographies de mon enfance, quand j'ignorais encore que je deviendrais invisible aux yeux de celui qui partagerait ma vie. J'ai laissé derrière moi tous les cadeaux de Philippe, ses parfums coûteux choisis à la hâte dans les boutiques duty-free des aéroports entre 2 avions, ces foulards en soie que je n'ai jamais portés une seule fois, ce collier de perles fausses qui prétendait être authentique, exactement comme tout dans ce mariage était faux et creux. J'ai aussi abandonné toutes ces choses que j'avais achetées en essayant désespérément d'être l'épouse parfaite. Les livres de recettes sophistiquées que je consultais religieusement, les équipements de gymnastique qui promettaient de me rendre plus attirante à ses yeux, ces robes achetées une taille en dessous dans l'espoir d'avoir la motivation de maigrir et d'être enfin remarquée, vue, désirée. Pendant que je fermais la dernière valise avec des gestes précis et définitifs, j'ai regardé par la fenêtre de la chambre une dernière fois. Paris continuait son existence là en bas, dans toute son indifférence majestueuse, éternelle et immuable. J'ai pensé à toutes les Catherine qui avaient regardé par des fenêtres similaires au cours de l'histoire, à combien étaient de rester par peur ou par convention sociale,
À combien était reparti malgré tout? Il n'y avait aucun jugement dans ma réflexion, juste une constatation simple mais profondément puissante. J'étais en train de choisir de partir de mon propre chef. Et cela changeait absolument tout dans la signification de mon acte. J'ai écrit une lettre, courte et directe, sans le moindre drame théâtral, sans accusation hystérique. Philippe, j'ai vendu la maison. Les nouveaux propriétaires emménagent dans 30 jours exactement. Ta part de l'argent est déposée sur le compte joint comme convenu légalement. Ma part vient avec moi vers ma nouvelle vie. Merci de m'avoir enseigné que l'amour-propre est aussi un choix qu'on peut faire. Catherine. J'ai posé l'enveloppe blanche sur la table de la cuisine, juste à côté de sa tasse habituelle, là où il prenait toujours son café matinal en vérifiant compulsivement ses emails professionnels, tout en ignorant totalement ma présence physique. Il y avait une justice poétique certaine dans ce geste symbolique qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours interminables. À 16 heures précises, une camionnette de déménagement est venue chercher mes affaires personnelles. Il n'y en avait pas beaucoup finalement. Il rentre peu de choses dans une vie quand on a passé des décennies entières à se faire toute petite, à se plier aux désirs des autres, à s'ajuster constamment aux espaces que les autres acceptent de vous laisser. Le chauffeur était un homme imposant et chaleureux, avec un accent chantant du sud de la France qui rendait chaque mot plus doux et qui sifflotait gaiement en chargeant les cartons. « Vous déménagez loin, madame ?» a-t-il demandé avec une curiosité bienveillante. « Vers une vie entièrement nouvelle ?» ai-je répondu avec une conviction surprenante. Il a souri largement, comme s'il comprenait parfaitement ce que ces quelques mots signifiaient vraiment. À 17h45, j'ai verrouillé la porte d'entrée pour la toute dernière fois. Je n'ai pas regardé en arrière vers cette maison qui m'avait vu disparaître progressivement. Je n'ai ressenti aucune nostalgie pour ces années perdues. Il m'a fallu 28 longues années pour comprendre enfin la différence fondamentale entre une simple maison et un véritable foyer. Cet endroit n'avait jamais été un foyer chaleureux. C'était juste un lieu où j'avais appris méthodiquement à disparaître de moi-même. Le taxi m'a conduite directement à la gare de Lyon, à travers les rues parisiennes que je connaissais par cœur. J'avais acheté un billet de train pour Nice quelques heures plus tôt. Pas parce que je connaissais quelqu'un là-bas qui pourrait m'accueillir, mais parce que c'était loin de Paris et de tous mes souvenirs douloureux. Parce que c'était cette Méditerranée que Philippe m'avait si cruellement refusée. Parce que c'était le soleil éclatant, la mer infinie, un recommencement total. Parce que c'était l'opposé complet de tout ce que j'avais été pendant ces 28 dernières années d'effacement progressif. Sur le quai bondé de la gare, pendant que j'attendais patiemment mon train en regardant les voyageurs pressés, mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement, sans interruption. Philippe, bien sûr. 10 appels manqués coup sur coup. 15 messages qui s'accumulaient. 20. 30. Je les voyais défiler sans les ouvrir, lisant simplement les aperçus sur l'écran de verrouillage, et chacun était visiblement plus désespéré et paniqué que le précédent. Catherine, qu'est-ce que tu as fait exactement? Tu ne peux absolument pas vendre cette maison sans mon consentement explicite. C'est de la folie pure, tu es en train de faire une crise de nerfs. Isabelle dit que tu as besoin d'une aide psychiatrique urgente. Isabelle, évidemment. Elle était déjà installée là-bas. Elle avait déjà pris ma place avec une facilité déconcertante, probablement assise confortablement sur mon canapé, buvant du vin dans mes verres en cristal, occupant physiquement cet espace que j'avais nettoyé et organisé pendant tant d'années avec un soin méticuleux. Je n'ai répondu à aucun de ces messages de plus en plus hystériques. J'ai simplement éteint complètement le téléphone d'un geste décisif. Et vous savez ce que j'ai découvert à cet instant précis? Qu'il existe un pouvoir immense et libérateur dans le silence choisi. J'avais passé ma vie entière à répondre instantanément, à expliquer chacune de mes actions, à justifier constamment chaque décision mineure, chaque sentiment ressenti, chaque pensée qui traversait mon esprit. Cette fois-ci, mon absence pure et simple serait la seule réponse vraiment nécessaire. Mon silence deviendrait plus éloquent et significatif que 1000 mots prononcés dans la colère ou le désespoir. Le train est parti à 19h20 précise, dans un sifflement strident. Paris a disparu progressivement par la fenêtre. Les lumières de la tour Eiffel qui commençaient à scintiller au loin dans le crépuscule, les toits de zinc caractéristiques que j'avais toujours tant aimés,
la Seine qui serpentait gracieusement à travers la ville comme une artère vitale. La ville qui m'avait vu me perdre complètement pendant près de 3 décennies et qui, finalement, me voyait partir pour commencer enfin à me retrouver. Je ne savais pas encore, tandis que ce train traversait la nuit française en direction du Sud libérateur, que Philippe était en train de découvrir en ce moment même quelque chose qui changerait absolument tout une nouvelle fois. Je ne savais pas que vendre cette maison avait déclenché une avalanche dévastatrice qui allait révéler des secrets soigneusement enfouis pendant des années. Je ne savais pas que le courage de partir n'était que le tout début d'une histoire beaucoup plus vaste et infiniment plus sombre que tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes cauchemars les plus fous. Mais j'allais découvrir très bientôt, beaucoup plus tôt que je ne l'aurais souhaité. Et quand je découvrirai enfin toute la vérité, je devrais prendre une décision cruciale. Est-ce que cette Catherine courageuse qui avait vendu la maison familiale et pris un train vers l'inconnu total était suffisamment forte pour affronter l'entière vérité sur l'homme avec qui elle avait partagé presque 3 décennies de son existence? Parce que la vérité, comme j'allais l'apprendre très rapidement à mes dépens, peut être infiniment plus dévastatrice et destructrice que n'importe quel mensonge, aussi cruel soit-il. Qu'est-ce que Philippe cachait vraiment pendant toutes ces années de vie commune? Qu'est-ce qu'Isabelle et Margot avaient découvert qui les poussait à me rechercher aussi désespérément? Restez avec moi pour la suite. Ce qui s'est passé après dans les jours suivants. Personne n'aurait pu le prévoir. Et j'ai dû découvrir par moi-même si j'étais réellement assez forte pour survivre non seulement à la fin brutale de mon mariage, mais surtout à la vérité complète sur l'homme avec qui j'avais partagé près de 30 années de ma vie. Le train filait vers le sud et chaque kilomètre qui m'éloignait de Paris desserrait quelque chose dans ma poitrine, comme si pendant 28 ans j'avais retenu mon souffle sans m'en rendre compte et que je réapprenais enfin à respirer. Les lumières des villes défilaient dans l'obscurité de cette nuit de septembre, Lyon d'abord, puis Valence, puis Avignon, et chaque nom sur les panneaux était une promesse, une distance supplémentaire entre la Catherine qui avait disparu dans son propre mariage et celle qui existait peut-être encore quelque part sous toutes ces années de silence. Je n'avais pas de plan précis pour Nice, juste une réservation d'hôtel pour 3 nuits près de la promenade des Anglais et une valise qui contenait à peine assez de vêtements pour une semaine. Après ces 3 nuits, je ne savais pas. Pour la première fois en presque 3 décennies, je n'avais pas de repas à préparer pour quelqu'un qui mangerait sans me regarder, pas de linge à plier pour quelqu'un qui ne remarquerait jamais mes mains fatiguées, pas d'horaires à respecter pour des gens qui ne respectaient pas mon existence. C'était terrifiant de ne pas savoir ce qui viendrait après. C'était aussi la chose la plus merveilleuse que j'avais ressentie depuis que je ne savais plus quand. Mon téléphone restait éteint au fond de mon sac, et j'imaginais Philippe rentrant à la maison ce soir-là, peut-être avec Isabelle accrochée à son bras, comme si elle n'était jamais partie, découvrant ma lettre posée sur la table de la cuisine. Je l'imaginais lisant ces quelques lignes, son visage passant de la confusion à l'incrédulité, puis à la panique, quand il comprendrait vraiment ce que j'avais fait. Je l'imaginais sortant en courant dans la rue, voyant le panneau que Valérie avait promis d'installer avant la fin de la journée, ce panneau rouge et blanc proclamant au monde entier que cette maison était vendue, que cette vie était terminée, que Catherine Morel avait enfin fait quelque chose pour elle-même. Le train arriva à Nice peu après minuit. L'air méditerranéen m'accueillit quand je descendis sur le quai. Cet air doux et salé qui sentait la liberté et les nouveaux départs, si différent de l'air parisien que je respirais depuis toujours. Même à cette heure tardive, la ville bourdonnait d'une vie nocturne détendue que Paris possédait aussi, mais autrement, plus tendue, plus pressée, plus indifférente. Mon hôtel était petit et discret, une façade art déco délavée par des décennies de sel marin et de soleil méditerranéen. La réceptionniste de nuit, une jeune femme avec un accent niçois chantant qui rendait chaque mot plus doux, me remit ma clé sans poser de questions, sans ce regard scrutateur que je redoutais, celui qui demande silencieusement pourquoi une femme de mon âge arrive seule à minuit avec une seule valise et des yeux qui ont trop pleuré. Petit déjeuner de 7 à 10 heures, madame. Bienvenue à Nice. Ces mots simples me touchèrent plus qu'ils n'auraient dû. Bienvenue. Comme si j'avais ma place quelque part. Ma chambre était petite, donnant sur une rue étroite du vieux Nice,
pas de vue sur la mer, mais je m'en fichais complètement parce que j'étais là, j'avais fait l'impensable, j'avais détruit ma propre vie pour en construire une nouvelle et j'étais toujours debout. Cette nuit-là, je dormis profondément pour la première fois depuis des années. Sans les ronflements de Philippe à côté de moi, sans l'anxiété de devoir me réveiller à 5 heures pour préparer son café exactement comme il l'aimait avec une précision militaire. Sinon, il passait toute la journée de mauvaise humeur, sans cette angoisse sourde et permanente de n'être jamais assez bien, jamais assez belle, jamais assez silencieuse, jamais assez invisible. Le lendemain matin, j'ai fait l'erreur de rallumer mon téléphone. Je me disais qu'il y avait des choses pratiques à régler. Le notaire pour la vente de la maison, la banque pour le transfert d'argent, quelques papiers administratifs qui ne pouvaient pas attendre. Ce que je trouvais me coupa littéralement le souffle. 83 appels manqués, 62 messages textes, 15 messages vocaux. Et ce n'était pas seulement Philippe qui me cherchait avec cette frénésie. C'était aussi Margot, sa fille qui m'avait traité comme une intrusa pendant des années. C'était Isabelle elle-même, la femme qui devait être en train de célébrer sa victoire, son retour triomphal dans la vie de l'homme qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. C'étaient même des numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des amis de Philippe, ces gens qui m'avaient ignoré pendant des décennies, lors des dîners où je servais et nettoyais pendant qu'ils discutèrent de choses importantes dont je n'étais jamais jugé digne de faire partie. Je commençais à lire les messages, assise sur le petit balcon de ma chambre avec un café que j'avais fait dans la machine à capsules, et c'est là que tout commença à se fissurer, que la réalité que je croyais connaître se révéla être construite sur un mensonge encore plus profond que je ne l'avais imaginé. Philippe d'abord, ses messages passant progressivement de la colère à quelque chose qui ressemblait à de la panique pure. « Catherine, tu dois revenir immédiatement, nous devons parler. Et puis, ce que tu as fait est complètement illégal. Mon avocat dit que tu peux aller en prison. Puis, s'il te plaît, décroche ton téléphone. C'est vraiment important, plus important que tu ne crois. » Et enfin, celui qui me glaça le sang malgré la chaleur méditerranéenne de ce matin de septembre. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Il y a des choses que tu ignores, des choses graves. » Puis Margot, et le ton de ses messages était si différent de l'hostilité habituelle que je l'ai relu plusieurs fois pour être sûr qu'il venait au bien d'elle. « Catherine, je sais que vous devez me détester après toutes ces années où je vous ai traité comme si vous n'existiez pas. Mais il faut absolument que vous rentriez à Paris. Mon père a fait quelque chose de terrible. Je viens juste de le découvrir et c'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. » Et puis, le plus étrange de tous, un message d'Isabelle elle-même, la femme qui était censée avoir gagné, qui était censée être en train de célébrer son retour dans les bras de Philippe. « Madame Morel, je ne sais même pas si vous lirez ceci après tout ce que je vous ai fait endurer. Mais Philippe nous a menti à toutes les deux. À vous, à moi, à Margot, à tout le monde. Je pensais que je revenais reprendre ma place légitime dans sa vie. Je me rends compte maintenant que je n'ai jamais eu de place. Que tout était un mensonge depuis le début. Que nous avons toutes été ses victimes. » Je relus ces messages 3 fois, le cœur battant de plus en plus fort, mes mains commençant à trembler autour de la tasse de café qui refroidissait. Qu'est-ce qu'ils avaient découvert? Qu'est-ce qui pouvait être assez grave pour que Margot, qui m'avait méprisé pendant des années, me supplie de revenir? Qu'est-ce qui pouvait pousser Isabelle, qui m'avait considéré comme un obstacle à éliminer, à m'écrire un message parlant de victimes et de mensonges? Un dernier message attira mon attention, celui de Valérie, mon agent immobilier, daté de la veille au soir à 23 heures. « Madame Morel, nous devons parler de toute urgence. Un homme s'est présenté à l'agence cet après-midi en se faisant passer pour le propriétaire unique de la maison. Il a exigé d'annuler la vente immédiatement. Nous avons vérifié les documents et il y a des irrégularités graves, très graves. Appelez-moi dès que vous lisez ce message, peu importe l'heure. » Le croissant que j'avais commandé avec mon café resta intact sur l'assiette. Mes mains ne tremblaient plus légèrement. Elles tremblaient franchement maintenant. J'avais fui une situation que je croyais comprendre, un mariage raté, un mari qui préférait son ex-femme. Apparemment, j'avais déclenché quelque chose de beaucoup plus gros, quelque chose qui faisait paniquer tout le monde. Je rappelais Valérie. Elle décrocha à la première sonnerie comme si elle attendait mon appel depuis des heures. « Madame Morel,
Dieu merci, vous me rappelez. Écoutez, je ne veux pas vous alarmer, mais votre mari a engagé un avocat. Un gros cabinet parisien, apparemment. Il prétend que vous n'aviez absolument pas le droit de vendre cette maison sans son accord explicite et écrit, qu'il va faire annuler la vente et vous poursuivre pour détournement de biens. La maison est à nos deux noms, répondis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais intérieurement, essayant de garder le contrôle. J'ai vérifié tous les documents avant de signer quoi que ce soit. Oui, madame, c'est absolument exact, et juridiquement vous êtes parfaitement dans votre droit. Mais... Elle hésita, et je sentis que ce qui allait suivre était la vraie raison de son appel urgent. Madame Morel, en préparant tous les documents pour la vente et en fouillant les historiques bancaires comme nous devons le faire, j'ai découvert quelque chose de vraiment très étrange. Les paiements de l'hypothèque pour cette maison ces 10 dernières années ne viennent pas du compte joint que vous partagez avec votre mari. Ils viennent d'un compte bancaire à votre seul nom, un compte que vous alimentiez régulièrement avec votre salaire de professeur. Je la laissais continuer, sentant le sang se retirer progressivement de mon visage, mes jambes devenant faibles, obligée de m'asseoir sur le petit lit de la chambre d'hôtel. Votre mari n'a pas contribué un seul euro au remboursement de cette maison depuis 2014, Madame Morel. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que ça devient vraiment problématique. J'ai demandé à un collègue qui travaille dans la vérification de crédit de faire quelques recherches, c'est totalement irrégulier, je sais, mais quelque chose dans toute cette affaire me dérangeait profondément. Philippe Morel a contracté 3 emprunts différents ces 5 dernières années en utilisant cette maison comme garantie, sans votre signature, sans votre accord, sans même vous en informer. Madame, c'est de la fraude bancaire caractérisée. C'est un délit pénal. La petite chambre d'hôtel bascula légèrement et je dus fermer les yeux, ma main agrippant le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Combien? Ma voix n'était plus qu'un murmure rauque. 183 000 € au total, répartis sur 3 prêts différents auprès de 3 établissements bancaires différents, probablement pour éviter que les banques ne communiquent entre elles et ne découvrent la supercherie. Les mensualités, madame, ils ne les payaient plus depuis des mois. La première banque allait engager une procédure de saisie de la maison dans moins de 2 mois. Vous n'étiez vraiment pas au courant de tout cela? Non, bien sûr que non. Comment aurais-je pu être au courant? Philippe gérait toutes les grandes décisions financières. C'était son domaine, sa responsabilité, sa façon aussi de me tenir à l'écart de tout ce qui était important. Je m'occupais du quotidien, les courses au supermarché, les factures d'électricité et d'eau et d'Internet, les petites dépenses invisibles qui font qu'une maison fonctionne. Le reste, les vraies décisions, les vrais enjeux, c'était pour les hommes, pour ceux qui comprenaient vraiment ces choses compliquées. Du moins, c'est ce que Philippe m'avait fait croire pendant presque 3 décennies. « Madame Morel, vous êtes toujours là ?»« Oui, soufflai-je difficilement. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?»« Honnêtement, rien du tout. La vente de la maison est parfaitement légale. Votre nom sur les titres de propriété est valide et vous aviez tous les droits de vendre. Mais votre mari va se battre férocement, pas parce qu'il se soucie de vous ou de la maison, mais parce qu'il est dans une situation financière catastrophique. Quand les 3 banques vont découvrir que la maison qui garantissait leur prêt a été vendue, elles vont immédiatement exiger le remboursement complet des sommes. Les 183 000 € vont devenir immédiatement exigibles. C'est pour ça qu'il panique, Madame Morel. Ce n'est pas vous qu'il veut récupérer, c'est la maison. Sans elle, tout son château de cartes s'effondre complètement et il va se retrouver face à des poursuites judiciaires très graves. Après avoir raccroché, je restais immobile sur ce lit d'hôtel pendant ce qui me sembla des heures, mais ne fut probablement que quelques minutes, regardant par la fenêtre les touristes qui commençaient à remplir les rues étroites du Vieux-Nice, entendant les mouettes crier au-dessus des toits, sentant l'odeur de la mer qui montait jusqu'à ma chambre. Tout ce que je croyais savoir de ma vie, même les parties les plus douloureuses, s'effondrait pour révéler quelque chose de tellement plus sombre, plus profond, plus terrifiant. Philippe ne m'avait pas simplement négligé ou préféré son ex-femme. Il m'avait systématiquement utilisé comme un outil financier. Ma signature sur les papiers de propriété pour rassurer les banques. Mon salaire stable de professeur pour payer l'hypothèque pendant qu'il dépensait l'argent ailleurs. Mon silence accommodant et ma docilité pendant qu'il construisait méthodiquement une montagne de dettes
en hypothéquant frauduleusement notre maison. Et le Cruzeiro, cette phrase brutale qu'il m'avait envoyée ce matin-là, qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Ma fille veut sa vraie mère. Ce n'était même pas vraiment pour Margot. Je le comprenais maintenant avec une clarté douloureuse. C'était pour me faire partir, pour me pousser à demander le divorce, pour me faire quitter cette maison, en laissant tout derrière moi dans ma douleur et mon humiliation, lui donnant ainsi le champ libre pour vendre lui-même la maison, empocher tout l'argent et disparaître avec avant que les banques ne découvrent la fraude. Sauf que j'avais vendu la maison avant lui. Et maintenant, son plan minutieusement construit pendant des années s'écroulait. Mon téléphone vibra encore. Margot. Cette fois, quelque chose dans l'insistance de ses appels me poussa à répondre. Catherine ? Sa voix était jeune, fragile, totalement différente du ton hostile et méprisant que j'avais connu pendant des années. Vous avez lu mes messages ? Certains, oui. Il faut absolument qu'on parle. Pas au téléphone. Les choses que j'ai découvertes sur mon père sont trop graves pour être dites comme ça. Vous êtes où en ce moment ? J'hésitais longuement. Puis quelque chose dans son ton, une honnêteté brute et désespérée que je n'avais jamais entendue chez elle auparavant, me fit prendre une décision. À Nice. Je prends le premier train demain matin. On doit vraiment parler de mon père, de ce qu'il nous a fait. À toutes. À vous, à moi, à ma mère. S'il vous plaît, ne partez pas avant que je vous ai parlé. Ce que j'ai à vous montrer va tout changer. Elle raccrocha avant que je puisse répondre, me laissant là avec encore plus de questions qu'avant. Le reste de cette journée passa dans une sorte de brouillard cotonneux et irréel. Je marchais le long de la promenade des Anglais, les vagues de la Méditerranée s'écrasant contre les galets dans ce bruit régulier et apaisant. Mais je ne voyais rien vraiment. Mon esprit occupé à repasser encore et encore les dernières années de ma vie, cherchant des signes que j'aurais dû voir, des indices que j'avais ignorés. Philippe travaillant tard si souvent, rentrant à des heures impossibles avec des excuses toujours différentes mais toujours plausibles. Les relevés bancaires qu'il recevait et qu'il faisait systématiquement disparaître avant que je puisse les voir. Sa nervosité croissante ces derniers mois que j'avais mise sur le compte du stress professionnel. Les coups de téléphone qu'il prenait en sortant de la pièce. Les week-ends qu'il passait soi-disant au bureau. Les mensonges avaient des couches, comme un oignon pourri, et j'étais en train d'éplucher chacune, découvrant à chaque fois quelque chose de plus laid, de plus douloureux, de plus dévastateur. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée dans une explosion d'orange et de rose que je n'aurais jamais vue depuis ce bateau de croisière promis puis arraché, je pris une décision qui changerait tout. Je n'allais pas fuir. Je n'allais pas me cacher dans cette ville méditerranéenne en espérant que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. J'allais découvrir la vérité, toute la vérité, peu importe à quel point elle serait douloureuse. Et Philippe Morel allait apprendre quelque chose qu'il avait oublié, ou peut-être qu'il n'avait jamais vraiment su. Catherine Morel n'était pas une femme qu'on pouvait effacer. Pas complètement, pas pour toujours. Margot descendit du train de 11h le lendemain matin, et je la reconnus immédiatement, bien qu'elle ait changé depuis nos dernières rencontres tendues et glaciales. Les cheveux coupés courts maintenant, le visage marqué par une maturité nouvelle, qui n'y était pas quelques mois auparavant lors de ce dîner d'anniversaire catastrophique de Philippe où elle m'avait ignoré toute la soirée. Elle portait un grand sac à dos et une énorme enveloppe Kraft qu'elle serrait contre sa poitrine comme si elle contenait quelque chose de précieux et de dangereux à la fois, quelque chose qu'il fallait protéger absolument. Nous nous retrouvâmes dans un café tranquille du Vieux-Nice, loin de l'agitation touristique de la promenade, un de ces endroits authentiques où les habitués prennent leur café du matin et lisent le journal, où les tables en marbre gardent la fraîcheur malgré la chaleur de septembre qui commençait déjà à monter. Elle commanda un café serré, moi un thé à la menthe, et pendant un long moment nous restâmes silencieuses, juste deux femmes assises face à face, réunies par un homme qui nous avait trahis différemment mais tout aussi profondément. « Je vous dois tellement d'excuses », commença-t-elle finalement, sa voix tremblante, ses mains agitées autour de sa tasse encore fumante. « Pour toutes ces années où je vous ai traité, comme si vous étiez l'ennemi, comme si vous aviez volé mon père à ma mère, comme si tout était votre faute.
J'étais jeune au début, d'accord, mais j'étais assez grande ces dernières années pour comprendre. Et papa, il savait exactement comment me manipuler, comment entretenir cette hostilité entre nous. Margot, tu n'es pas responsable des... Si. Elle me coupa net, les yeux brillants de larmes qu'elle essayait désespérément de retenir. Si, je suis responsable. J'avais 26 ans lors de votre mariage avec papa, pas 16. J'étais assez adulte pour voir que vous n'étiez pas une méchante belle-mère de conte de fées, que vous essayiez juste de trouver votre place dans une situation impossible que papa avait créée. Mais c'était tellement plus facile de vous détester que d'admettre que mon père est ce qu'il est vraiment. Un menteur, un manipulateur, quelqu'un de dangereux. Elle ouvrit l'enveloppe Kraft et des dizaines de documents s'étalèrent sur notre petite table. Certains officiels avec des tampons de banque et de notaires, d'autres qui semblaient être des relevés bancaires annotés, des photos, des emails imprimés. Mon cœur se serra en voyant cette accumulation de preuves de quelque chose que je ne comprenais pas encore, mais qui me terrifiait déjà. Il y a 5 mois, papa m'a demandé de signer des papiers, commença Margot en triant les documents, cherchant quelque chose de spécifique. Il disait que c'était pour un investissement, un truc génial qui allait me protéger financièrement pour l'avenir, qui allait assurer mon héritage. Il parlait bien, comme toujours, avec ses grands mots rassurants. Et moi, comme une idiote, j'ai signé sans vraiment lire parce que c'est mon père, vous comprenez? On est censé pouvoir faire confiance à son père. Elle poussa vers moi un document officiel avec des cachets rouges et des signatures partout. Je le pris, mes mains tremblant légèrement, et commençai à lire. Un prêt de 60 000 € contracté par Philippe. Garanti par... Je dus relire la ligne 3 fois pour être absolument sûr que je comprenais bien. Garanti par l'héritage futur de Margot, spécifiquement un appartement à Paris que sa mère Isabelle possédait depuis 20 ans et avait promis de lui léguer. « Il a hypothéqué ton futur héritage ?» murmurai-je. Horrifié par l'audace, par la manipulation, par le niveau de trahison que cela représentait envers sa propre fille. « Oh, c'est bien pire que ça, Catherine, tellement pire. » Elle sortit un autre document, celui-ci plus épais, avec des annotations partout en rouge. L'appartement de maman à Paris, celui qu'elle avait acheté avec son héritage familial avant même de rencontrer papa, celui où j'ai grandi, celui qu'elle me destinait depuis toujours, papa l'a vendu il y a exactement 2 ans, en août 2022. Maman ne le sait même pas, elle croit toujours qu'il est là, qu'il l'attend, qu'il sera pour moi un jour. Papa a falsifié sa signature en profitant d'une procuration temporaire qu'elle lui avait donnée quand elle était hospitalisée pour une opération du genou, une simple procuration pour payer les factures courantes pendant qu'elle se remettait. Il a utilisé cette procuration pour vendre l'appartement. 420 000 €, c'est ce qu'il a touché. Tout cet argent a complètement disparu en moins de 18 mois. Je sentis la nausée monter violemment et dus respirer profondément pour ne pas vomir là, sur cette terrasse ensoleillée de Nice. Où est-il allé tout cet argent? Jeux en ligne principalement, j'ai trouvé les relevés. Elle sortit d'autres papiers, des captures d'écran de sites de casino avec des sommes folles en rouge négatif. Des dizaines de milliers d'euros perdus chaque mois sur des sites de poker, de roulette, de machines à sous virtuelles. Puis des investissements complètement désastreux dans des startups bidons qui n'existaient même pas vraiment. Des arnaques pyramidales sophistiquées. Papa avait une double vie complète, Catherine. Une vie que ni vous, ni moi, ni même maman ne connaissions. Pendant que vous croyiez qu'il travaillait tard, qu'il avait des réunions importantes, des voyages d'affaires, il était dans des cercles de jeux clandestins. À Deauville d'abord, puis Monte-Carlo, même à Paris, il y a des endroits si vous savez où chercher. Il a tout perdu, absolument tout. La maison que vous avez vendue, c'était littéralement son dernier atout, sa dernière carte à jouer. Sans cette maison, tout son château de mensonges s'effondre complètement, et il se retrouve face à des dettes de plus de 300 000 € sans aucun moyen de les rembourser. Les pièces du puzzle s'assemblaient maintenant avec une clarté atroce et douloureuse. Le message sur le Cruzeiro, cette phrase cruelle qui m'avait poussé à faire ce que j'avais fait, ce n'était pas une simple préférence pour Isabelle ou un caprice de Margot. C'était un calcul froid et désespéré.
Philippe avait besoin que je parte, que je quitte cette maison dans la douleur et l'humiliation d'être rejetée, me laissant probablement tout derrière dans ma précipitation à fuir. Et pendant que je serais sur ce bateau pendant 15 jours, loin de tout, injoignable au milieu de la Méditerranée, il aurait eu le temps de vendre la maison lui-même, d'empocher l'argent de la vente, de payer ses dettes les plus urgentes, ou peut-être même de simplement disparaître avec l'argent avant que les banques et les créanciers ne le rattrapent. « Isabelle sait maintenant ?» demandai-je, ma voix étrangement calme, malgré la tempête qui faisait rage dans ma tête. Margot hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant sur ses joues. Je lui ai tout dit il y a exactement 4 jours. Elle a littéralement failli s'effondrer sur place. Elle croyait revenir auprès de papa pour reformer une famille, pour rattraper le temps perdu, pour être à nouveau le grand amour de sa vie, comme il le lui avait fait croire pendant des mois. Elle a compris en 1 seconde qu'elle n'avait jamais été ça, qu'elle n'était qu'un pion de plus dans son jeu, qu'il ne l'aimait pas plus qu'il ne vous aimait, qu'il n'aimait que lui-même et l'argent qu'il pouvait soutirer aux gens autour de lui. Un long silence tomba sur nous deux. Juste le bruit de la ville autour, les conversations des autres clients du café, les scooters qui passèrent dans la rue étroite. La vie qui continuait normalement pour tout le monde, sauf pour nous qui venions de découvrir que nos vies entières avaient été construites sur des mensonges. « Il y a autre chose », dit finalement Margot, sa voix encore plus basse maintenant, presque un chuchotement. Quelque chose que j'ai découvert en fouillant dans ses affaires, quelque chose qui explique peut-être pourquoi il était si désespéré ces derniers temps. Elle sortit une dernière série de documents, ceux-là semblant encore plus officiels, avec des en-têtes d'avocats et de tribunaux. Je les pris avec des mains qui tremblaient franchement maintenant. C'était une plainte déposée par une femme que je ne connaissais pas, une certaine Élodie Bertrand, 32 ans, contre Philippe Morel pour harcèlement moral et manipulation financière dans le cadre d'une relation extra-conjugale. La plainte était détaillée, accablante et datait de 6 mois. Cette femme affirmait avoir eu une liaison avec Philippe pendant 3 ans, pendant laquelle il lui avait emprunté des sommes considérables, plus de 80 000 € au total, en promettant de les rembourser dès qu'il aurait vendu un mystérieux bien immobilier. Elle avait fini par comprendre qu'elle n'était pas la seule, qu'il y avait d'autres femmes dans la même situation, et elle avait décidé de porter plainte. « Il y en a 2 autres, » murmura Margot. 2 autres femmes qui ont porté plainte séparément ces derniers mois. Papa est sous le coup de 3 procédures judiciaires différentes. Le procureur a ouvert une enquête pour escroquerie en bande organisée. C'est pour ça qu'il était si paniqué quand vous avez vendu la maison. Ce n'était pas juste pour les dettes bancaires. C'est parce qu'il avait promis à toutes ces femmes de les rembourser avec l'argent de la vente. Sans cet argent, il va aller en prison, Catherine. Il le sait. C'est pour ça qu'il fait tout pour essayer de bloquer la vente, pour récupérer la maison, pour reprendre le contrôle. Je restais sans voix, les documents étalés devant moi, incapable de traiter l'ampleur de la trahison, du mensonge, de la manipulation systématique qui avait été ma vie pendant presque 3 décennies. Cet homme que j'avais épousé, que j'avais soutenu, pour qui je m'étais fait toute petite pendant des années, était un criminel, un escroc. Quelqu'un qui utilisait les femmes comme des distributeurs automatiques de billets et n'avait aucun scrupule à détruire leur vie. « Pourquoi tu me dis tout ça maintenant ?» demandai-je finalement. « Pourquoi avoir pris le train jusqu'ici pour me montrer tout ça ?» Margot me regarda alors directement dans les yeux pour la première fois depuis qu'elle était arrivée. « Parce que vous avez fait ce que ni moi, ni maman n'avons eu le courage de faire. Vous êtes partis. Vous vous êtes sauvés. Et en faisant ça, vous avez fait tomber tout son système, toutes ses combines. La vente de la maison a déclenché une réaction en chaîne. Les banques ont découvert les prêts frauduleux. Les avocats des femmes qu'il a escroquées ont été alertés. Le procureur a accéléré son enquête. En vendant cette maison, Catherine, vous n'avez pas juste sauvé votre propre vie. Vous avez exposé papa pour ce qu'il est vraiment. Et maintenant, il va devoir répondre de ses actes. Elle prit ma main par-dessus la table, un geste qu'elle n'avait jamais fait dans toutes les années où je connaissais cette famille. Je voulais que vous sachiez que vous avez bien fait, que vous n'étiez pas en train de fuir ou d'abandonner. Vous combattiez, peut-être sans même le savoir, mais vous combattiez, et grâce à vous, il va enfin payer pour tout ce qu'il nous a fait. Nous restâmes là encore longtemps,
à parler, à reconstituer des années de mensonges, à partager nos histoires de manipulation et de douleur. Isabelle nous rejoignit en fin d'après-midi, arrivant par le même train que Margot avait pris le matin, et je découvris une femme brisée qui n'avait rien à voir avec la rivale triomphante que j'avais imaginée. Nous étions 3 femmes qui avaient toutes cru Philippe à des moments différents, qui avaient toutes payé le prix de faire confiance à quelqu'un qui ne méritait aucune confiance. Mais quelque chose d'inattendu naquit cet après-midi-là sur cette terrasse niçoise. Quelque chose que Philippe n'aurait jamais pu prévoir dans tous ses calculs manipulateurs. Nous formâmes une alliance. 3 femmes qui l'avaient montée les unes contre les autres pendant des années décidèrent de s'unir, de témoigner ensemble, de s'assurer que justice soit faite. Les 6 mois qui suivirent furent un tourbillon de procédures judiciaires, de témoignages, de révélations qui semblaient ne jamais finir. Chaque semaine apportait une nouvelle couche de mensonges découverts, une nouvelle victime de Philippe qui sortait de l'ombre, une nouvelle facette de sa double, triple, quadruple vie qui se révélait. L'homme que j'avais cru connaître pendant 28 ans n'avait jamais vraiment existé. C'était un personnage qu'il jouait, un masque qu'il portait, et derrière ce masque, il n'y avait qu'un vide moral absolu et une soif insatiable d'argent. Le procès eut lieu en mars, dans un tribunal parisien glacial où je témoignais aux côtés d'Isabelle, de Margot, d'Élodie Bertrand et de 4 autres femmes que Philippe avait manipulées et escroquées. Le procureur était une femme d'une 50aine d'années qui nous traita avec une dignité et un respect que je n'avais pas ressenti depuis des années. Elle présenta le cas avec une précision chirurgicale. Fraude bancaire, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée, abus de confiance répétés. Philippe était assis au banc des accusés, diminué, grisonnant soudainement, l'homme arrogant et sûr de lui que j'avais connu remplacé par quelqu'un qui semblait s'être ratatiné. Il ne me regarda pas une seule fois pendant toute la durée du procès. Peut-être par honte, mais je pense plutôt qu'il me considérait comme quantité négligeable jusqu'au bout, même quand mon témoignage contribuait à le condamner. Il fut reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation. 5 ans de prison ferme, obligation de rembourser plus de 400 000 € aux victimes, interdiction de gérer des affaires pendant 10 ans après sa sortie. Quand le juge prononça la sentence, je ne ressentis pas de joie, pas de satisfaction vengeresse. Juste une tristesse profonde pour toutes ces années perdues, pour la femme que j'aurais pu être si je ne m'étais pas effacée pour cet homme qui n'en valait pas la peine. L'argent de la vente de la maison fut partagé équitablement après règlement des dettes légitimes. Ma part, après tout était dit et fait, s'élevait à 140 000 €. Pas une fortune, mais suffisamment pour recommencer. Suffisamment pour construire quelque chose de nouveau. Je ne retournais jamais à Paris pour y vivre. La ville qui m'avait vu disparaître pendant presque 3 décennies n'avait plus rien à m'offrir. Je m'installais définitivement à Nice, dans un petit appartement avec vue sur la mer, cette vue que Philippe m'avait refusée ce matin-là de septembre, qui semblait maintenant appartenir à une vie antérieure. J'ouvris une petite librairie dans le Vieux-Nice, spécialisée dans les livres d'occasion et les éditions rares. C'était quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire, un de ces rêves qu'on enterre progressivement sous les années de compromis et d'abnégation. La librairie s'appelait Renaissance, et ce nom n'était pas un hasard. Chaque matin, quand j'ouvrais ses portes, quand je rangeais ces livres qui sentèrent le papier ancien et les histoires vécues, je me rappelais que Renaissance est possible à n'importe quel âge, qu'il n'est jamais trop tard pour devenir qui on aurait toujours dû être. Margot et moi développâmes une relation que je n'aurais jamais cru possible. Elle venait me voir régulièrement. Nous passions des week-ends ensemble, parlions de tout et de rien, construisions lentement quelque chose qui ressemblait à de l'amitié sincère. Elle avait rompu complètement avec son père, avait changé de nom légalement pour ne plus porter celui de Morel. C'était sa façon de tracer une ligne, de dire que les erreurs et les crimes de ses parents n'allèrent pas définir qui elle était. Isabelle retourna vivre près de sa famille en Normandie. Nous ne devînmes jamais proches, les blessures étaient trop profondes pour ça, mais nous avions un respect mutuel, né de l'épreuve partagée. Elle m'écrivait parfois des lettres courtes qui me donnaient de ses nouvelles, et je lui répondais toujours. 1 an après cette matinée de septembre où ma vie avait basculé, je me trouvais sur la terrasse de mon appartement, regardant le soleil se lever sur la Méditerranée,
une tasse de café à la main. Mon téléphone était posé sur la table à côté de moi, mais personne n'attendait mon réveil pour m'envoyer des ordres ou des reproches. La journée qui s'ouvrait devant moi était mienne, complètement, entièrement mienne. Je pensais à toutes les Catherine qu'il y a dans le monde, assises dans leur cuisine ce matin même, lisant peut-être des messages qui les effacent, se demandant si elles ont la force de partir. Je voulais leur dire quelque chose, leur crier depuis cette terrasse niçoise vers tous les endroits où des femmes se font petites. Vous êtes plus fortes que vous ne le croyez. Les années que vous avez perdues ne définissent pas les années qui vous restent. Et choisir vous-même, choisir votre propre vie, votre propre bonheur, votre propre dignité, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est de l'amour propre, c'est de la force. 3 jours après avoir vendu cette maison, après avoir pris ce train vers l'inconnu, j'avais écrit dans un carnet que j'avais acheté à la gare. Aujourd'hui, j'ai appris que partir n'est pas abandonner. Partir, c'est choisir de survivre quand rester voulait dire mourir à petit feu. Je relis cette phrase parfois, quand les jours sont difficiles, quand le doute s'installe, quand je me demande si j'ai fait le bon choix. La réponse est toujours la même, oui. 1000 fois oui. Parce que cette femme de 57 ans qui regarde le lever du soleil sur Nice ce matin, qui possède sa propre librairie, qui a reconstruit sa vie entière pierre par pierre, cette femme existe. Elle respire, elle rit, elle rêve encore. Elle ne pouvait pas exister dans cette maison parisienne, dans ce mariage qui n'en était pas un, auprès de cet homme qui n'en était pas un non plus. Philippe sortira de prison dans 4 ans environ, avec les réductions de peine. Je ne sais pas ce qu'il fera alors, où il ira, s'il aura appris quelque chose de tout cela. Mais ce n'est plus mon problème, plus mon inquiétude, plus ma responsabilité. Il appartient à un chapitre de ma vie qui est fermé définitivement, archivé quelque part dans ma mémoire, avec tous les autres souvenirs douloureux qu'on garde, non pas pour s'en souvenir constamment, mais pour se rappeler d'où on vient et jusqu'où on a voyagé. Ce matin de septembre, quand j'ai lu ce message de 11 mots, je ne savais pas que je commençais le plus grand voyage de ma vie. Un voyage qui ne m'a pas mené à travers la Méditerranée sur un bateau de croisière luxueux, mais à travers moi-même, à travers mes peurs, à travers les décennies où j'avais appris à disparaître. Et ce que j'ai découvert au bout de ce voyage était simple et révolutionnaire à la fois. Catherine Morel existait. Elle avait toujours existé. Elle attendait juste qu'on lui donne la permission d'apparaître. Et cette permission, personne ne pouvait la donner sauf elle-même. Alors je l'ai prise, cette permission, cette liberté, cette vie, et je ne la rendrai jamais. La librairie ouvre dans 1 heure. J'ai une nouvelle commande de livres rares qui arrive aujourd'hui, 3 clients réguliers qui passeront probablement dans l'après-midi, et ce soir j'ai prévu de dîner avec une amie que j'ai rencontrée lors d'un club de lecture que j'ai rejoint il y a 6 mois. Des choses simples, des choses normales, des choses qui sont à moi. Ma vie n'est pas spectaculaire, elle n'est pas extraordinaire, mais elle est vraie, elle est authentique, elle est mienne. Et après 57 ans d'existence, dont 28 passés à chercher ma place dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est exactement ce que je méritais. C'est exactement ce que nous méritons toutes. Alors, si vous m'écoutez en ce moment, où que vous soyez, quoi que vous traversiez, souvenez-vous de ceci. Il n'est jamais trop tard pour vous choisir, jamais trop tard pour partir, jamais trop tard pour recommencer. La vie qui vous attend de l'autre côté de la peur n'est peut-être pas parfaite, mais elle sera vôtre, complètement, entièrement, authentiquement vôtre. Et c'est la seule chose qui compte vraiment. Et vous, auriez-vous eu ce courage ? Ce courage de fermer une porte derrière laquelle se trouvaient 28 années de votre vie. Ce courage de monter dans un train sans savoir ce qui vous attendait à l'arrivée. Je vous pose cette question non pas pour vous juger, mais parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment connaissent ce poids. Ce poids de rester quand tout en vous supplie de partir. Ce poids de se taire quand votre dignité exige de parler. Quand j'ai vendu cette maison ce matin de septembre, je ne savais pas si je faisais preuve de courage ou de folie. Même aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, je ne suis pas certaine de connaître la différence. Ce que je sais, c'est qu'à 57 ans, j'ai enfin compris quelque chose d'essentiel.
Nous ne sommes jamais trop âgés pour nous choisir, jamais trop fatigués pour recommencer, jamais trop marqués par la vie pour mériter une seconde chance. Je voudrais vraiment savoir ce que vous ressentez en ce moment précis, après avoir écouté mon histoire. Est-ce que quelque chose a résonné en vous? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans mes silences, dans mes années d'effacement, dans cette clarté brutale qui arrive parfois au moment où on s'y attend le moins? Laissez-moi un commentaire, même si ce n'est que quelques mots. Dites-moi d'où vous m'écoutez aujourd'hui, que ce soit de votre cuisine, de votre salon, ou peut-être assise au bord de votre lit dans cette maison qui ne ressemble plus vraiment à un foyer. Dites-moi aussi sincèrement si vous auriez pris la même décision que moi. Auriez-vous vendu cette maison à midi? Auriez-vous pris ce train vers l'inconnu? Ou auriez-vous choisi un autre chemin, une autre forme de courage qui m'échappe encore? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que nos vérités à chacune, forgées par nos vies uniques, par nos blessures personnelles, par nos forces que nous ne connaissons pas toujours nous-mêmes. Si cette histoire vous a touché au point de sentir votre gorge se serrer, si elle a réveillé quelque chose que vous aviez enfoui très loin, alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que des histoires comme la mienne ne sont pas rares. Elles sont partout autour de nous, portées par des femmes qui ont appris à se faire petites, qui ont survécu en silence, qui ont attendu pendant des décennies d'être enfin vues. Ces histoires méritent d'être racontées. Et vous méritez de savoir que vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous aussi, vous avez connu cette douleur particulière de lire un message qui vous efface d'un trait. Peut-être que vous aussi, vous avez passé des années à servir le café sur une table où personne ne vous voyait vraiment. Peut-être que vous êtes assise en ce moment même dans une cuisine qui ressemble étrangement à la mienne, vous demandant si vous avez encore la force de partir ou si c'est déjà trop tard pour vous. Laissez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire compte. Votre voix mérite d'être entendue. Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis qu'une femme qui a pris une décision un matin de septembre parce qu'elle ne pouvait plus respirer dans la vie qu'elle menait. Mais si mon histoire peut donner, ne serait-ce qu'à une seule personne, le courage de se choisir, de partir, de respirer enfin librement, alors chaque mot que j'ai partagé aujourd'hui aura eu un sens profond. Alors dites-le moi. Écrivez-le dans les commentaires. Votre message, aussi court soit-il, peut être exactement ce dont une autre femme a besoin pour trouver sa propre force. Certaines d'entre vous me diront peut-être que vous êtes restés, que vous avez choisi de rester malgré tout, et que ce choix vous a aussi demandé un courage immense. Je vous crois. Je vous respecte profondément. Parce que le courage prend 1000 visages différents, et chacune de nous fait ce qu'elle peut avec les cartes que la vie lui a distribuées. Votre courage de rester, votre courage de reconstruire sur place, votre courage de pardonner ou simplement de continuer, tout cela mérite également d'être reconnu et honoré. D'autres me diront que vous êtes parti il y a longtemps déjà, que vous avez fermé votre propre porte, pris votre propre train, reconstruit votre propre vie, loin de celui qui ne vous voyait plus. Si c'est votre cas, racontez-moi. Dites-moi comment vous avez trouvé cette force, ce qui s'est passé après, comment vous allez aujourd'hui. Parce que vos histoires de renaissance donnent de l'espoir à celles qui hésitent encore, à celles qui se demandent si la vie peut vraiment recommencer après 50, 60, 70 ans. Et puis, il y a peut-être celles qui sont encore dans cette cuisine, qui lisent ce genre de message en ce moment même, qui se demandent si elles auront jamais le courage que j'ai trouvé ce matin-là. À vous, je veux dire ceci avec toute la tendresse dont je suis capable, vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Les années que vous avez perdues ne définissent pas les années qu'il vous reste à vivre. Et vous choisir votre propre dignité, votre propre bonheur, votre propre existence, ce n'est jamais de l'égoïsme. C'est de la survie, c'est de l'amour-propre. C'est un acte révolutionnaire à n'importe quel âge. Alors voilà ce que je vous demande aujourd'hui, avant de passer à la suite de mon histoire qui vous attend dans le prochain chapitre. Commentez, partagez votre vérité, dites-moi d'où vous m'écoutez et ce que mon histoire a éveillé en vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, parce que ce que j'ai découvert après avoir vendu cette maison va bien au-delà de ce que vous imaginez. Et surtout, si cette histoire vous a fait du bien,
Si elle vous a donné ne serait-ce qu'un instant de clarté ou de réconfort, partagez-la avec d'autres femmes qui en ont besoin. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Nous sommes des milliers, des millions même, à avoir connu ce silence, cet effacement, cette douleur de n'être jamais assez. Mais nous sommes aussi des milliers à avoir trouvé la force de partir, ou la force de rester et de transformer, ou simplement la force de continuer à respirer un jour après l'autre. Et c'est ensemble, en partageant nos histoires, en brisant ces silences qui nous ont étouffés pendant si longtemps, que nous rappelons au monde entier que nous existons, que nous comptons, que nous méritons d'être vus. Alors, prenez quelques secondes maintenant. Laissez votre empreinte dans les commentaires. Dites au monde que vous étiez là, que vous avez écouté, que vous avez ressenti. Parce que votre voix compte. Aujourd'hui, demain, toujours. Et la suite de mon histoire vous attend, prête à vous révéler des vérités encore plus profondes sur ce que signifie vraiment se libérer d'une vie qui n'était jamais vraiment la nôtre.